Le Mali est l'un des plus grands producteurs de riz paddy d'Afrique. Il est le premier de la zone UEMOA et se classe deuxième au niveau sous-régional, juste derrière le Nigeria. Après le Sénégal, c'est l'un des pays où l'irrigation contribue le plus au stockage national à hauteur de 30%. Comment expliquer que le pays continue d'importer du riz alors qu'une partie de sa production est vendue dans certains pays voisins? Le riz importé est-il de bonne qualité au regard de son prix qui est inférieur à celui produit localement? D'ailleurs, quels sont nos besoins et comment augmenter notre production? Filière riz, comment atteindre l'autosuffisance? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Notre thème ce soir est filière riz, comment atteindre l'autosuffisance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité spécial. Seydou Keïta est le secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière riz au Mali. Il occupe cette fonction depuis 2018. Cet ingénieur agronome de formation est depuis 15 ans un maillon essentiel pour la promotion de la riziculture nationale. Son expertise technique ainsi que ses actions visant à renforcer les organisations paysannes en font un homme clé au sein de la filière riz. Avant d'intégrer l'IFRIZ, M. Keïta a coordonné entre 2012 et 2018 la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali. Cette expérience lui aurait permis de mieux appréhender la réalité du terrain et de jouer un rôle capital entre les producteurs et les décideurs. La spécialisation de Seydou Keïta au sein de la filière riz a pris forme en 2008 lorsqu'il rejoint l'ONG Agriculture français et Développement international comme assistant technique. À ce poste, il travaille à l'accompagnement des producteurs, à l'amélioration des pratiques agricoles et au développement des capacités des organisations paysannes. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en agronomie obtenu à l'Institut Polytechnique rural de Katibougou en 1998, Seydou Keïta renforce ses compétences par un Master 2 en agronomie. Cette double formation, à la fois technique et stratégique, lui permet d'évoluer dans les sphères de la recherche, du développement agricole et de l'élaboration des politiques publiques. En avril 2022, il participe également à un programme de formation en finances agricoles et rurales organisé par l'ONG ADA, le MAEE de Luxembourg et de la FAO à travers le projet CAPFIN. Ce qui lui permet d'appréhender les mécanismes de financement adaptés au monde rural. Membre de plusieurs task forces, SK de ses initiales mène des actions pour une meilleure régulation du marché du riz. Il a entre autres travaillé à la mise en place d'achats institutionnels de riz en lien avec l'OPAM et le Commissariat à la sécurité alimentaire et à la régulation des importations afin de protéger la production malienne. Cet agronome milite pour une agriculture malienne respectueuse de l'environnement et compétitive à l'échelle régionale. Marié et père de 4 enfants, Seydou Keïta, le secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière riz, est l'invité principal de Entreprendre. Seydou Keïta, le secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière riz IFRIZ, m'a rejoint. Monsieur Keïta, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'Entreprendre. Bonsoir. Alors, vous êtes, comme on l'a vu à l'instant dans le portrait, un acteur important de la filière riz au Mali. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur le cadre qui a permis de mettre en place IFRIZ?
Avant d'entamer mon intervention, je remercie les spectateurs et je remercie aussi les membres de l'IFRIS, notamment les conseils d'administration, qui m'ont aussi permis effectivement de se rendre ici ce soir pour parler de cette filière. La filière riz est très importante au Mali. Donc, la création des interprofessions est un événement national. Issu effectivement du changement de contexte, comme vous le voyez, le contexte économique. Donc, à partir de la loi d'orientation agricole, comme l'État a élaboré, dans cette loi d'orientation, l'une des dispositions existe la mise en place des interprofessions à partir de la promotion des filières. Et là, ces interprofessions doivent être créées à l'époque pour pouvoir gérer les filières de manière à ce qu'ils fonctionnent, qu'il y ait un meilleur fonctionnement et aussi professionnaliser les acteurs. Quand on dit meilleur fonctionnement, c'est de mieux aussi mettre en place une bonne production et structurer les acteurs de la production de façon qu'ils soient professionnels afin que la production soit au top et répondant maintenant à la satisfaction des besoins du Mali. 2018-2019, c'est le moment où l'IFRIS a été véritablement implanté. Oui, les démarches ont commencé depuis 2008, hein. Bon, toutes les grandes réflexions, mais c'est à partir de 2016, le 23 mars, que l'IFRIS a été mise en place. Donc à partir de 4 membres, notamment la famille des producteurs, on appelle famille les groupements des acteurs de la production et le groupement des acteurs de la transformation qu'on appelle l'ANACORI, l'ANTRM, l'Association nationale des transformateurs de riz du Mali. Ensuite, le groupement des commerçants qui s'appelle l'Association nationale des commerçants de riz du Mali et les transporteurs, donc qui s'appelle la Fédération nationale des transporteurs routiers, la FNTR. Ce sont ces 4 familles qui fédèrent l'interprofession de la filière riz. On va en parler tout à l'heure, mais avant, je vous invite à regarder ce grand angle qui nous amène à parler donc de cette filière qui est très stratégique. Ces 50 dernières années, la consommation de riz a considérablement augmenté dans le pays pour passer à plus de 600% selon l'Institut national de la statistique. Si la filière est mieux structurée que par le passé, de nombreuses difficultés, j'allais dire de nombreuses contradictions demeure. Suivons ce grand angle. Avec plus de 3 millions de tonnes de paddy par an, le Mali est le deuxième producteur de riz d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria et le premier de la zone UEMOA. D'après les données de la cellule de planification et de statistique du secteur développement rural en 2023, la consommation intérieure était estimée à plus de 1 700 000 pour une population de plus de 22 millions d'habitants. Le secteur riz au Mali se porte mieux quand on le compare un peu au niveau de la sous-région. Le Mali, en termes de potentialité, est l'un des pays les mieux lotis. Et dans cette potentialité, nous n'avons exploité environ que de 25%. Donc la marge de progression est très mauvaise en termes de force. L'autre force, c'est un peu en termes de ressources humaines, parce que quand on regarde au niveau de la recherche malienne, il y a beaucoup de variétés, des riz qui ont beaucoup de potentialités, qui sont aimés par les consommateurs, qui sont les produits de la recherche malienne. Quand on regarde la couverture même du territoire national en termes de production risicole, il y a beaucoup de régions qui font du riz et qui ont des potentialités maousses en termes de production. Et les producteurs aussi ont une certaine maîtrise, même s'il faut relativiser qu'il y a des besoins à ce niveau. Ces 5 dernières décennies, le riz est devenu l'aliment de base des ménages maliens car la consommation par an a augmenté de plus de 600% selon les données de l'Institut national de la statistique, INSTAT. Sa culture repose en grande partie sur plus de 200 000 exploitations agricoles familiales. Aujourd'hui, nous avons un rendement moyen national de 3 tonnes. Alors que l'objectif aujourd'hui, pour pouvoir nourrir les Maliens, il faut que nous arrivions à revoir les rendements à l'hectare, c'est-à-dire intensifier la production pour aller de 3 jusqu'à 5 tonnes comme moyenne nationale. Et c'est ce qui pourra nous aider à produire plus pour atteindre les objectifs de la SNDR2, qui est de produire 5,5 millions de tonnes à l'horizon 2030. Et c'est comme ça que nous pourrons non seulement
et assurer les besoins de consommation en riz des Maliens, mais aussi vendre l'excédent au marché régional et international. Bien qu'étant une référence africaine en matière de production, le Mali continue d'importer chaque année d'importantes quantités de riz. Selon un rapport de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence datant de 2022, entre 2019 et 2021, le Mali a importé 1 264 805 tonnes de riz en provenance principalement d'Asie. Paradoxalement, le riz produit localement est vendu dans certains pays voisins. Le riz que nous importons n'a rien à voir avec la qualité du riz que nous produisons ici. Par exemple, si vous prenez le sac du riz qu'on appelle Gambiaga ici, pratiquement ça coûte presque 26 000 francs, presque le même prix que le riz thaïlandais. Donc vous voyez un peu, alors si vous prenez la production locale qui coûte presque le même prix qu'un riz qu'on a importé, cela veut dire que quelque part il devrait y avoir une différence, et cette différence se trouve au niveau de la qualité. Et c'est cette qualité qui fait que aussi notre prix est très élevé. Maintenant, le souci, il s'agit maintenant de voir avec cette qualité comment on peut augmenter la productivité afin qu'on soit compétitif en termes de coût. Malgré son coût abordable, la quantité du riz importé laisse parfois à désirer par rapport à celui produit localement, soutient cet économiste. Rien que pour l'année 2024, le Mali a importé presque 92 000 tonnes de riz. Bon, cela peut s'expliquer par pas mal de choses. D'abord, il faut reconnaître que quoique la riziculture soit assez développée au Mali, mais il faut reconnaître qu'en termes de coûts, nous ne sommes pas compétitifs par rapport aux producteurs, notamment asiatiques, notamment thaïlandais, indiens et autres. Donc, de ce fait, le riz importé coûte toujours relativement moins cher par rapport au riz produit. Donc, il y a d'abord la notion de coût qui peut intervenir à ce niveau, ce qui fait que le riz malien... La faible disponibilité du riz local ainsi que sa non-standardisation font que certains s'en détournent. D'autres, en revanche, en raffolent. Kadinya ni Gambianga seneba de chayara Gambianga de bisanko sebe parce que de dundala makadi a baraka amalo rebi dépend a bara cogo di la quoi faut qu'il y a bara cogo ni malo sorla aka soro aka se ka produit kenye ka décortiquer kenye quoi donc no kera ka chala fe amalo anga malo fa sena ya be dundala makadi. En dépit de son immense potentiel en terres agricoles et en irrigation, le secteur rizicole malien reste confronté à de nombreuses contraintes. Quand on prend en termes de défis aujourd'hui, les premiers défis majeurs, c'est que les gens sont essentiellement confrontés aux facteurs de production. Et tout ce qui est question d'accès à la terre, les producteurs sont sur des petites parcelles. Donc ça pose problème. Et en termes d'accès aux intrants, surtout la semence et l'engrais, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les gens ont beaucoup de difficultés à ce niveau. En termes de mécanisation, les producteurs sont sous-équipés. L'élément le plus important aussi, ça, c'est le financement. Et il faudrait qu'on arrive à mettre les conditions pour que les acteurs puissent accéder au financement bancaire, parce qu'à ce niveau aussi, les gens n'ont pas de garantie. Il y a une faible éducation financière des acteurs. Dans le but d'intensifier sa production tout en respectant l'environnement, le Mali a opté pour le SRI, système de riziculture intensif. D'après les spécialistes, ce système permettrait d'améliorer significativement la production en utilisant notamment peu d'intrants et peu d'eau sur un sol riche en matière organique. Plusieurs points évoqués à l'instant dans ce reportage, nous allons bien sûr les décortiquer avec les invités que nous avons. J'ai le plaisir de recevoir donc deux autres invités. Tout d'abord, Monsieur Digba Kouyaté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes expert en système de riziculture intensif. Je rappelle que vous avez été durant 7 ans coordinateur du riz des projets de l'USAID. Vous avez également coordonné le projet riz Centre d'innovation verte de la GIZ. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, le troisième et dernier invité que nous avons est Dr Abdourahmane Tamboura, agroéconomiste. Dr Tamboura, bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Messieurs, une première question relativement simple pour commencer. Quelle lecture faites-vous de cette filière, la filière riz au Mali? Je vais commencer par vous, Monsieur Kouyaté.
Ok, merci beaucoup. La filière riz, pour moi, est une filière extrêmement importante parce que la sécurité alimentaire du Mali en dépend. Le riz est devenu la consommation principale des grandes villes. Aussi, le milieu rural aussi est dedans. Donc, c'est le produit le plus consommé. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans les grandes villes, consommer du mil, du sorgho, du maïs commence même à être un luxe parce que les gens n'ont pratiquement pas le temps de se donner à ces céréales. Donc, c'est le riz, par sa forme de cuisiner, devient l'aliment principal. Donc, vu cet angle, nous devons apporter toute l'importance à cette filière-là, tant par son amélioration, tant par la qualité, et tout en faisant face à la compétitivité, mais aussi la durabilité. Nous aurons le temps d'en parler techniquement. Tout à fait. Et voilà comment ce système peut être durable pendant les prochaines années. Qu'il y a la démographie. Exactement. Est-ce qu'on peut continuer à produire tel que nous faisons aujourd'hui pour satisfaire les besoins des générations futures? Donc voilà des questions qui sont là, on va répondre à toutes ces questions. Docteur Tamboura, tout à l'heure, M. Kouyaté parlait d'une filière stratégique. C'est stratégique même pour notre économie? Oui, tout à fait. En réalité, je joins ma voix à mes prédécesseurs pour dire que franchement, la filière riz, c'est vraiment une filière importante et de taille. Parce que si on essaye même de voir le Mali comporte plusieurs zones agroécologiques. Et si on essaye de voir la production de riz s'effectue dans chacune de ces zones-là. Voilà, donc une façon de dire qu'en termes de production du riz, c'est vraiment de taille parce que sur toute l'étendue du territoire national, on peut vraiment se livrer à la production du riz. Et si on juge également on juge en fonction également de l'effectif des producteurs qui vivent de l'agriculture, je pense que la plupart d'entre eux produisent également du riz. Le riz est aussi stratégique dans notre alimentation. Je crois que ça fait partie vraiment des céréales les plus convoitées, voilà, par les consommateurs. Donc, et puis en termes économiques également, je pense que c'est aussi important. Justement, vous parlez de termes économiques. On va commencer par faire donc un état des lieux en commençant par présenter cette première infographie qui va nous amener à parler de la production du Mali pour la campagne 2023-2024. Le Mali a produit plus de 3 24 000 tonnes de riz paddy. Et pour la campagne 2022-2023, c'était un peu moins, c'était de plus de 2 900 000 tonnes de riz paddy. Monsieur Keita, déjà une petite précision, on parle de riz paddy et non de riz blanchi déjà pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément initiés. Si vous pouvez préciser, c'est quoi la différence? Le riz paddy, c'est du riz qui vient du champ. Parce qu'après la récolte, quand on fait le battage, le premier produit qu'on obtient du riz, c'est ce qu'on appelle le paddy. Donc le riz brut. C'est le riz brut. Donc le grain avec l'enveloppe. Bon, maintenant, lorsque l'enveloppe est enlevée, c'est à partir de ce moment qu'on parle du riz grain. Maintenant, même là aussi, on ne parle pas de branchis parce que quand on enlève l'enveloppe, on parle du riz cargo qui contient encore d'autres enveloppes. À quel moment ça devient le riz blanchi alors? Voilà, lorsqu'on enlève tout. Parce qu'il y a des équipements qu'on appelle des blanchisseurs qui vont enlever toutes les enveloppes sur les grains. Donc, et les grains vont apparaître très très brillants où on va apprécier maintenant ces grains-là. Ça trouve qu'il n'y a aucun élément nutritif. Les différentes enveloppes qu'on enlève, il y a la farine fine, il y a tout ce qui peut aussi nourrir. C'est comme si on enlève maintenant toute la partie nutritive du riz. Et généralement, c'est ce qu'on donne pour l'embouche. Maintenant, les animaux, ils se nourrissent et nous-mêmes, on s'approvit en termes
de carences nutritionnelles. Votre précision, elle est extrêmement importante parce que quand on parle du riz, il y a certains qui pensent que c'est simplement ce que nous, en tant qu'humains, mangeons, achetons les sacs de riz et tout ça, mais il y a les dérivés du riz qui profitent aux animaux notamment, et c'était bien de le préciser. Monsieur Kouyaté, toujours en essayant de mieux comprendre, quand on parle de la filière riz, quelles sont les zones stratégiques au Mali en termes de production? Je sais que Ségou est une zone de production, Mopti, on parle de Tombouctou, on parle de Sikasso. Quelles sont ces zones? Pouvez-vous revenir sur ces zones stratégiques pour notre pays? Ok, très bien. Je suis heureux de parler de ça parce que moi, j'ai fait tout le Mali, de Ansongo jusqu'à Kaï. Donc, le Mali est véritablement un pays risicole. Véritablement un pays risicole parce qu'on fait le riz dans toutes les régions du Mali, peut-être sauf Kidal. Donc, on fait le riz dans toutes les régions du Mali. Et toutes les régions ont leur potentialité, mais en termes de production actuelle aujourd'hui, on peut parler avant de parler de zones, mais je vais vous dire qu'il y a 4 systèmes de production de riz au Mali. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait que le Mali même est un grand pays de production de riz. Pourquoi 4 systèmes? Il y a des zones qui sont aménagées, donc nous appelons maîtrise totale, et ils font de la riziculture avec une bonne irrigation. L'Office du Niger, par exemple. Exactement, c'est un bon exemple. Et nous avons aussi des zones de submersion contrôlée. C'est des vastes zones avec peu de moyens d'aménagement. On fait l'irrigation et c'est des grandes zones aussi. Et là, nous avons Ségou, l'officerie Ségou, l'office du Niger, c'est la maîtrise totale. Nous avons la submersion contrôlée à l'officerie Ségou comme à l'officerie Mopti. Et nous avons aussi les zones de bas-fond. Et dans la zone de Sikasso, par exemple, où il pleut beaucoup, nous avons les riz de bas-fond, nous avons le riz sur les plateaux. Donc ça, c'est fondamentalement la région de Sikasso, aussi avec un peu de prolongement versant, et aussi dans la région de Kaï, avec la zone de Kita, nous avons aussi ces submersions. Au-delà de tout ça, nous avons la submersion libre. C'est-à-dire la submersion libre, c'est des vastes zones non aménagées où l'eau est là sur des vastes étendues de terre facile, exploitables par les populations riveraines. Donc ils font un peu de riz et c'est lié au niveau de l'eau du fleuve qui monte et qui descend. Et donc on profite pour faire du riz. Et aussi, on produit beaucoup de riz à ce niveau, bien que les rendements soient faibles. Donc, quand on regarde toutes ces zones que vous avez précisées, et merci de l'avoir fait, on se rend compte effectivement du potentiel du Mali. Docteur Tamboura, quand on regarde même, c'est anecdotique, hein, mais quand on regarde même la position du Mali au niveau de l'Afrique de l'Ouest en termes de pays producteurs de riz, on le voit sur cette infographie, quand on parle de la zone UEMOA, le Mali se classe premier et le Mali est deuxième de l'espace CEDEAO ou tout simplement de l'Afrique de l'Ouest derrière un géant qu'on appelle le Nigeria. C'est ça. Donc tout à fait. En réalité, hein, je pense que le Mali, c'est vraiment un pays risicole, hein, comme on l'a dit M. Kouyaté. Mais en réalité, ce qu'il faudrait vraiment noter, nous avons les potentialités, nous avons des avantages comparatifs dans ces espaces que vous venez de citer. Mais en réalité, ce qu'il faudrait comprendre, les résultats restent toujours médiocres. Et on va en parler tout à l'heure, mais arrêtons-nous un instant sur les progrès. Quand on veut parler des progrès, les principaux progrès, M. Keita, M. Kouyaté, qui ont été enregistrés ces dernières années dans la filière riz, c'est lesquels, M. Keita? Je vous redonne la parole tout à l'heure. Quand on parle de progrès dans la riziculture, il faut qu'on retourne un peu en arrière. L'agriculture a marqué ses grands points à partir de la crise de 2008. Donc, où, à l'époque, le gouvernement avait initié un programme qu'on appelle Initiative Riz. Depuis ces jours, maintenant, il a été initié aussi la subvention des intrants pour la riziculture. Donc, accompagner la riziculture de façon remarquable a commencé à partir de 2008.
donc où aussi des grands travaux aussi ont été engagés. Donc des efforts ont été faits par rapport à cet accompagnement par rapport à l'intrant. Comme vous l'avez écouté, là, le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est comment accéder à l'intrant et au-delà en termes de qualité, en termes de quantité. Donc, et là, ces gros efforts qui continuent aujourd'hui, c'était la mesure conjoncturelle, et aujourd'hui, l'État fournit de gros efforts aussi pour accompagner. Il y a aussi une augmentation de l'aménagement, comme vous l'avez vu, aussi la vulgarisation des techniques, notamment le système de riziculture intensive a pris de l'ascension. Comme on a des superficies, des petites superficies, et où le rendement est très faible. Vous l'avez écouté aussi, il y a des intervenants qui ont donné les rendements moyens par rapport à notre riziculture aujourd'hui. Donc, pour pouvoir mieux booster la production, bien sûr qu'avec ces petites superficies, maintenant, il faut changer le système de production. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, le SRI, le système de riziculture intensive, et puis d'autres systèmes de bonnes pratiques ont permis effectivement d'augmenter la transformation. Donc, la vulgarisation à grande échelle, bon, maintenant, même si on ne dit pas à grande échelle, mais quand même, la prise de conscience au niveau de la production a permis d'augmenter cette production à partir de la connaissance d'un certain nombre de techniques. Donc, il y a aussi, on peut parler aussi de l'amélioration. C'est vrai, c'est un goulot d'étranglement, le financement. On peut parler aussi un petit progrès par rapport à l'amélioration du financement au niveau agricole, parce qu'il y a des outils de financement qui par rapport aux années antérieures, voilà, ça s'est amélioré, même si on va voir tout à l'heure que le défi du financement demeure. Monsieur Koulibaly, en parlant toujours du potentiel du Mali en termes de production de riz, quand on regarde seulement les terres arabes au Mali, on est émerveillé. Plus de 43,3 millions d'hectares de terre, on a 2,2 millions de terres irrigables. Tout ce potentiel est là. Vous disiez tantôt ce qui a été fait dans la riziculture. C'est pourquoi chaque gouvernement qui vient met l'accent sur la riziculture. Donc sur ce plan, les superficies ont beaucoup augmenté. De 2011 à 2023, les superficies ont beaucoup augmenté. Aussi, nous avons la production aussi qui a beaucoup augmenté. Le rendement qui s'est légèrement amélioré. Mais il y a assez d'efforts à faire à ce niveau. Il y a aussi la recherche qui a beaucoup travaillé et mis à la disposition assez de variétés de riz à la disposition des producteurs. Donc, c'est vrai, le Mali est un paradoxe. Quand on voit 2 200 000 hectares irrigables et que au jour d'aujourd'hui, qu'on soit là avec à peu près 22 à 23% exploité. Donc, c'est véritablement des interrogations. Donc, cela veut dire qu'il y a des problèmes. Il faut qu'on en parle. Il y a des problèmes où la vidéo donnait tantôt la faible productivité, les rendements qui sont faibles. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, pour augmenter la production, satisfaire la demande de la population, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est l'augmentation des superficies, aménager les superficies. Mais le deuxième, c'est l'intensification, augmenter le rendement à l'hectare. Nos rendements aujourd'hui sont aussi entre 5 et 6. Il y a d'autres qui parlent même de 4,5, ça dépend des zones. Type de calcul. Donc, alors que les zones asiatiques, on parle même au-delà de plus de 10 tonnes et 12 tonnes, 14 tonnes, 15 tonnes. Et généralement, on obtient les 12 tonnes à l'hectare. Donc, chez nous, nous devons augmenter cette productivité. Et cette productivité se fait sur la base de quoi? L'introduction de nouvelles techniques et de production. Donc, il a parlé tantôt du système de riziculture intensive. On reviendra à ça. Mais il y a aussi la question de mécanisation. Cette seconde infographie va nous permettre de parler des importations de riz usiné en Afrique. On parle de 12,6 millions de tonnes par an en termes d'importation en Afrique. Et quand on regarde les besoins en consommation, docteur Tamboura, les besoins en consommation en Afrique de l'Ouest,
l'Afrique de l'Ouest est la partie d'Afrique où on consomme beaucoup plus de riz, plus de 20 millions de tonnes par an. C'est bien sûr aussi la partie de l'Afrique où on produit beaucoup plus, 14 millions par an. En fait, je pense que peut-être qu'on va vraiment aborder, parce que pour pouvoir analyser même une filière de façon générale, il va falloir s'intéresser à plusieurs systèmes. Le système d'approvisionnement, je pense que si on essaie un peu de voir par rapport à la production du riz chez nous, vraiment c'est un système assez fourni aujourd'hui. Parce que les recherches ont eu à travailler sur les semences pour les améliorer. Et aussi, quand on essaie de voir un peu également du côté également du système de production, je pense qu'il y a des avancées significatives par rapport à la maîtrise des techniques pour pouvoir rehausser le rendement. Et aussi, la consommation également, je pense que, comme vous venez de le dire, je pense qu'il y a vraiment un travail de front à faire par les producteurs, ne serait-ce que vraiment essayer de mettre en place les bases nécessaires pour pouvoir booster l'organisation des acteurs afin de booster la production agricole pour répondre vraiment aux besoins de consommation des Maliens qui va grandissant, parce que tout simplement la croissance démographique du Mali est telle qu'aujourd'hui il va falloir vraiment intensifier les productions pour pouvoir répondre à ces besoins, et aussi dans la sous-région également. Je pense qu'il y a une croissance démographique un peu partout aujourd'hui en Afrique. Donc, et cela nécessite vraiment le paquet à mettre pour pouvoir booster les différentes productions. Alors, on voit, vous l'avez dit, besoins en consommation. Aujourd'hui, M. Keita, M. Kouyaté, les besoins en consommation, on parle de plus de 300 000 par an. Comment les besoins en consommation sont évalués? Déjà, quand on parle de production graine, quelle est notre production graine? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, en 2024, 2023, 2024, M. Keita, notre production graine se lève à peu près combien? Bon, quand on regarde les statistiques, on applique le taux de conversion, 75 kilos, pour un paddy de 100 kilos. Donc, on est autour de 65 kilos de riz grain. En ce moment, quand on applique, par exemple, on a 3 24 000 en 2023-24, on est dans l'ordre de plus d'1 million 700 ou 800 tonnes de riz grain. Alors, quand on regarde la production de riz grain et la production de paddy, on voit parfois voilà, j'allais dire le classement changer complètement. J'ai vu par exemple que la Guinée, quand on prend au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quand on prend la production de riz grain, la Guinée se retrouve devant. Je sais que tout ça c'est anecdotique, mais quand on parle des besoins en consommation, aujourd'hui nos besoins, c'est lesquels? Oui, en fait nos besoins c'est à partir de la consommation annuelle par habitant, par individu. Donc on est autour de 74-75 kilos par habitant par an. En ce moment, on fait on l'applique par rapport au nombre de la population. On a le besoin annuel pour le pays estimé. Maintenant, quand on regarde théoriquement, on compare les deux chiffres, on trouve que le Mali est excédent. Parce que quand on regarde ces chiffres-là, peut-être qu'on peut se retrouver avec 200 000, 300 000 d'excédent de production. Maintenant, on va dire peut-être pourquoi le Mali, on parle toujours d'autosuffisance. Parce que, comme Djigiba le disait, c'est un paradoxe parce que produire, ça n'est un élément. Gérer cette production, cette disponibilité aussi dans un environnement, ça n'est aussi un autre élément. Je vous invite à regarder cette infographie. Après, on va parler des défis. Je sais que vous voulez beaucoup parler des défis et c'est normal. Je vous invite à regarder cette infographie qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Quand on parle du top 5 des pays les plus gros importateurs de riz en Afrique, voici le top 5. On a la Côte d'Ivoire qui arrive donc en tête en 2024 avec plus de 422,5 milliards de francs CFA d'importation. Ça, c'est pour l'importation de riz en 2024. On a le Bénin qui est à 382,2 milliards de francs CFA. On a l'Afrique du Sud qui est à 371,2 milliards. On a ensuite le Sénégal, 291,3 milliards de francs CFA. On a le Kenya, 229,5 milliards de francs
francs CFA. On a le Mali qui est un peu plus bas, on va en parler tout à l'heure. Mais vous l'avez dit, M. Keita, M. Kouyaté et même Dr Tamboura, le Mali est producteur de riz. Comment expliquer, messieurs, que le Mali importe du riz et que dans le même temps, on retrouve son riz dans les pays voisins, dans certains pays voisins, monsieur? Ok, très bien. Pourquoi nous produisons du riz et pourquoi nous importons du riz? Donc cela est dû à des problématiques qui sont là. D'abord, il faut reconnaître que le Mali est un vaste pays avec des conditions de production, c'est vrai. Nous produisons, mais il y a la démographie. Et chaque année, la croissance de la population, c'est 3,6% par an. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et la production aussi doit être supérieure à ce pourcentage. Si la production a tendance à être inférieure, ça nous crée un déficit. Donc ça, c'est extrêmement important. On a une population qui croît beaucoup et puis on a les villes qui s'agrandissent très vite. Donc pratiquement la moitié de la population se trouve dans les grandes villes et la consommation du riz va en flèche. Donc cela facilite tout de suite un déficit. Mais il y a autre chose que tout ça. Quand on prend le Mali, on produit du riz, mais on ne maîtrise pas le flux interne et le flux transfrontalier. C'est-à-dire? Ah, ça c'est très bien. Le flux interne, c'est quoi? Quand on produit dans les zones de production, le riz doit se retrouver dans le commerce, mais en réalité, dans les grands pays structurés, il y a des centrales d'achat, il y a des grands magasins régionaux qui achètent pratiquement le riz de toute la zone. Ce n'est pas le cas chez nous? Donc, chez nous, c'est le système informel qui prédomine. C'est un peu ça. Donc, il est difficile de contrôler ce riz. Ça, c'est le flux interne. Le flux transfrontalier, le Mali a plusieurs frontières et nous savons que le Mali fait des échanges avec les pays frontaliers. Donc, dans le cas du riz, nous savons que tout le nord du Mali, de Niafunké jusqu'à Mopti, Nyono, le riz va vers le nord. Nous le savons. Nous savons aussi que dans le cas pour le cas du Mali, le riz va en Guinée, surtout le riz étivé passe du Mali va en Guinée parce qu'il y a une très forte demande à ce niveau-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vers la Côte d'Ivoire aussi, à un certain moment, il y avait ce flux. Donc les villes voisines font ce commerce de manière naturelle et le Mali prend chez eux comme il peut prendre chez le Mali. On comprend que le riz malien est très prisé. C'est surtout dans nos pays, dans nos 7 voisins, ils en profitent. Ouais. Mais ce qu'on reproche aussi, et M. Keita, vous pouvez également reprendre, Dr Tamboura, c'est que le riz malien, il est produit localement, il est de qualité certes, mais il est beaucoup plus cher que le riz importé. Oui. Est-ce que ça aussi c'est de nature à faire en sorte que notre riz sorte de façon parfois illégale à vous entendre parler, parce que ce riz il est vendu beaucoup plus cher dans les autres pays qui, j'imagine, ont le pouvoir d'achat pour? Oui, en fait, moi je disais que gérer la disponibilité, ça n'est un élément très capital. Le Mali produit, il faut gérer. Donc il vient de parler du problème de contrôle, de suivi des flux transfrontaliers. Parce que les frontières qui sont contrôlées, même les frontières qui sont contrôlées, il y a une grande problématique, c'est qu'il y a une absence de nomenclature pour caractériser les riz qui sortent dans des bagages où on a attribué des divers. Les riz se trouvent là-dedans, mais on ne les retrouve pas, puisqu'il n'est pas caractérisé. Là, ça peut aussi occasionner les sorties incontrôlées où on ne les contrôle pas. Maintenant, pour aussi la facilité, par exemple, le riz importé, la facilité qu'on accorde au riz importé, ce n'est pas la même facilité qu'on l'accorde à la production. Parce que le gouvernement subventionne, il fait des gros efforts. Là, c'est salutaire. Là, il peut faire ce qu'il peut. Mais quand vous prenez les comptes d'exploitation, vous regardez au niveau de là où le gouvernement fait l'appui, qui est au niveau des intrants, notamment l'engrais et puis les semences. Mais quand vous regardez par rapport au reste, au 100%, peut-être qu'au maximum, vous n'avez que 20% ou 15% qui sont peut-être subventionnés. Et ce n'est pas tout le monde qui a la subvention. Donc les gens financent 100% le riz en ce moment. Mais quand on doit importer, on a souvent des facilités pour importer. Ce n'est pas la même chose quand on produit.
Là, ce sont des facteurs considérables qu'il faut voir par rapport au prix du riz importé, au prix du riz produit localement. Deuxième chose, quand on produit, maintenant, il faut que l'année, au cours de l'année, qu'on ait un stock report pour l'année suivante, à l'année N+1. Quand on a un stock report, la campagne a donné, la contre-saison a donné, maintenant on se retrouve à l'année prochaine avec un stock, ça peut contribuer aussi à amoindrir les coûts par rapport à l'achat du riz. Mais malheureusement, dans ces 2 dernières années, dans ces 5, on va dire, il y a 10 dernières années, ou plus précisément les 5 dernières années, mais à cause de l'insécurité grandissant dans les milieux de production, il y a moins de superficies qui sont de plus en plus cultivées. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire que les producteurs, les riziculteurs, ils font leur travail et puis les bandits viennent brûler, prendre... Comment ça se passe? Non, il y a des superficies qui sont abandonnées, il y a des récoltes qui sont brûlées, voilà. Donc ça fait que, bon, quand on fait une estimation, on a toujours quand même une réduction par rapport à ce qui existe. Donc quand on n'a pas de stock et report, maintenant, bien sûr que l'année commence à 0. Et quand l'année commence à 0, comme on dit, c'est la loi du marché. Plus il y a de produits, plus il y a la demande est supérieure à l'offre, plus le prix augmente. Si la demande est inférieure à l'offre, donc il y a ce jeu de levier, mais maintenant qui court. Bon, maintenant, et là, l'ensemble de ces facteurs qu'il faudrait ajouter pour voir comment apprécier. Parce qu'il y a des facteurs peut-être qu'on néglige, mais c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de fois où on a le riz importé qui devient effectivement moins cher par rapport au riz local. Docteur Tamboura. Voilà, c'est pour ma part en tout cas, le coût élevé du riz malien, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le premier facteur, ça c'est le coût élevé des aménagements. Et surtout les prix à payer également pour pouvoir s'en servir. Il y a ce paramètre. Ensuite également, les semences améliorées là, ça coûte un peu extrêmement cher aussi. Par rapport aux semences classiques, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc il y a cet aspect. Et puis aussi, il y a 2 catégories de riz, comme M. Keita vient de souligner, le riz paddy. Maintenant, pour blanchir le riz, là, je pense qu'il faut se doter des moyens mécaniques, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est tout ça là qui contribue à faire en sorte que le prix du riz malien est élevé par rapport au prix importé. Oui, en fait, c'est ce que je voudrais ajouter parce que, comme il l'a dit, il y a le coût des intrants parce qu'on n'a pas facilement l'engrais. Ça, ce sont des choses qui ne se fabriquent pas ici chez nous. La matière première pour faire les intrants. Quand ces intrants-là aussi augmentent des prix, bien sûr que ça répercute sur le prix du riz. Ensuite, il faut regarder aussi, nous, aujourd'hui, de la production jusqu'à la consommation, toutes les opérations qu'on fait, c'est des opérations avec artisanales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup qui sont faits à la main et qu'il y a l'absence d'équipements spécialisés. C'est pour cela qu'on parle de mécanisation. Quand il y a assez d'équipements spécialisés absents, c'est des personnes qui jouent ce rôle-là. Or, quand on parle de personnes des ressources humaines, s'il faut le mettre dans le travail, il faut voir le coût qu'on fait, par exemple, pour le repiquage. Si c'est une machine qui doit faire 1 heure de temps, maintenant, vous êtes obligé peut-être de recruter 5 ou 10 personnes pour faire peut-être 3 ou 4 heures de temps. Donc, le coût d'opération pour pouvoir produire 1 kilo de riz n'est pas la même chose que le coût d'opération pour produire 1 kilo du riz en Asie donc, et qui deviennent ici. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faudrait combiner et pour arriver quand même à créer cette compétitivité par rapport au riz produit localement. Mais monsieur, arrêtons-nous un peu sur l'aspect environnemental. C'est vrai que nous ne sommes pas une émission environnementale, mais quand on parle de riz, la réalité c'est qu'on parle aussi de pollution. Le riz est très pollueur. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vous le spécialiste, monsieur Kouyaté. Comment justement, c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, avoir un riz, j'allais dire, beaucoup plus durable. Je ne sais pas si c'est un terme qui s'emploie dans le secteur, mais comment avoir justement un riz qui
qui ne nous empoisonne pas, qui ne, en tout cas ne compromet pas le travail qui peut être fait plus tard par d'autres générations? Exactement, une très bonne question. Si nous voyons la riziculture à l'état actuel, c'est l'utilisation massive de l'eau. Ça, c'est indéniable. Et ça, c'est un premier aspect. C'est l'utilisation massive des produits chimiques, l'engrais, les herbicides. Vous voyez? Donc, voilà des facteurs qu'il faut prendre en compte aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte de changement climatique. Un contexte de changement climatique, d'abord, pourquoi? Et ça, c'est important, il faut qu'on le souligne. Il y a de plus en plus, souvent, de plus en plus moins de pluviométrie, moins d'eau dans le fleuve. Donc, l'irrigation du riz, souvent, pose des problèmes, surtout pendant les périodes de contre-saison. Aujourd'hui, tel que nous faisons la riziculture, dans 30 ans, il va être difficile d'utiliser le même volume d'eau qu'on utilise dans la riziculture. Il y aura un changement au niveau du régime. Avec le changement climatique, la pluviométrie est de plus en plus faible et varie. Souvent, il y a des inondations, c'est vrai. Et puis, le fait que plusieurs pays exploitent le même fleuve, Niger, de la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria. Donc, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, ça va être difficile. Donc, il nous faut une technologie qui est moins gourmande en termes de consommation d'eau. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, il y a les gaz à effet de serre aujourd'hui. C'est vrai, les véhicules dégagent du CO2, mais l'agriculture dégage du méthane. Hein? Et il y a la décomposition anaérobique de la matière organique avec la submersion de l'eau qui favorise la production de méthane. Et ce méthane, au même titre que le CO2, pollue. Et le Mali a souscrit à des conventions internationales pour pouvoir baisser la production de méthane. Et c'est à travers le riz que la zone est ciblée. D'ailleurs, on en parlera, c'est avec le SRI. Donc ça aussi, c'est un autre aspect de la riziculture. Le Mali, effectivement, s'est inscrit à la contribution nationale déterminée où il a focalisé son intervention sur 4 secteurs, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, la foresterie et les déchets. Donc au niveau de l'agriculture, particulièrement les riz produit beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc en ce moment, le défi majeur, comment est-ce qu'il faut les réduire? C'est ce qui fait recours maintenant à des bonnes pratiques agricoles. Lesquelles on a parlé de systèmes de riziculture intensive par rapport aux intrants qu'on utilise. Au lieu qu'on utilise plus d'engrais chimiques, on fait recours aux engrais organiques, la promotion d'engrais organiques qui va pouvoir effectivement se substituer à l'engrais chimique pour pouvoir améliorer l'environnement et même la propriété du sol. Tout à fait. Il y a aussi même les herbicides, les pesticides qui sont utilisés contre les maladies phytogénétiques ou des insectes. Ils doivent aussi être remplacés par des herbicides phyto, donc qui sont moins nocifs, ou avec aussi des mêmes effets que ces herbicides chimiques-là. Sinon, aujourd'hui, vous voyez que un agriculteur, il est diversifié, il fait le petit élevage de volailles, il fait le petit élevage de ruminants. Aujourd'hui, difficilement, on arrive à pouvoir le faire. Ouais. Parce que même au niveau de l'environnement qu'on doit aussi traiter pour s'asseoir à proximité de sa maison, avant, tout ça c'était cultivé, mais aujourd'hui, on met de l'herbicide aussi pour pouvoir nettoyer tout autour de nous. Donc, ça fait que ces herbicides aussi dans la nature tuent ces petits insectes qui sont la nourriture de ces petits volailles et puis des animaux qui se nourrissaient de ces herbes-là tout autour de la case. Docteur Tamboura, avant de prendre une pause, on a vu tout à l'heure qu'il y a les pays de la sous-région et même les pays de l'Afrique tout simplement importent beaucoup de riz. On a vu la Côte d'Ivoire qui a plus de 400 milliards de francs CFA. Le Mali, il me semble qu'on tourne autour de 17 milliards d'importations par an.
Quand on voit les besoins du secteur, comment expliquer ce paradoxe? C'est-à-dire, on injecte de l'argent, on a des milliards pour importer du riz, alors que le secteur a besoin justement de ce financement, de cet argent pour se développer davantage. Oui, c'est vraiment une très bonne question. Hein. Vraiment, dans le secteur agricole, comme je le souligne tout le temps, hein, il n'y a que des situations paradoxales. Par rapport au riz, par exemple, moi je pense que l'interprofession devrait être une opportunité. Si les acteurs s'y mettent à pouvoir faire en sorte que l'organisation à ce niveau puisse être vraiment à la hauteur. Parce qu'en réalité, l'État, il n'y a pas de... Bon, je peux dire que la collaboration est faible entre l'interprofession et l'État. Si on prend même l'État, c'est demandeur du riz pour les camps, pour les... Voilà. Et ce qu'on appelle les achats institutionnels. Voilà, les achats institutionnels. Mais en réalité, combien de contrats se passent entre l'État et les producteurs du riz chez nous? Et pardon de vous couper 2 secondes. Quand on fait des dons aux réfugiés et autres, c'est quoi? C'est du riz importé ou c'est du riz local? Je me suis trop battu pour ça. Donc je suis à l'aise pour le dire. Quand on fait des dons, aujourd'hui, c'est du riz importé qu'on donne ça et là. Et j'ai même beaucoup agi dans ce sens-là. J'ai rencontré une fois les responsables du PAM. Je dis, mais j'étais coordonnateur à Mopti. Je dis, mais vous donnez du riz importé pour faire des dons et vos actionnaires, ceux qui vous donnent l'argent, sont les mêmes qui nous financent pour pouvoir appuyer et développer la riziculture. Donc on appuie la riziculture à droite, on donne à gauche, on importe du riz et on fait la concurrence. Je dis, allez-y sur le marché de Mopti, vous n'allez voir que du riz importé. Est-ce que le stock était disponible ou est disponible à votre niveau? Parce qu'on sait que c'est des quantités importantes que voilà, le PAM, l'État prend pour donner aux Je vais vous dire la petite leçon. Donc finalement, ça fait tache d'huile. Et ça a été discuté à des hauts niveaux. Et finalement, le PAM avait dit, mais ceux qui nous donnent l'argent nous exigent à acheter le moins cher. Donc on est obligé d'aller acheter là où c'est moins cher. Alors, j'ai dit, c'est très bien. Si c'est pour acheter au Mali, il faut que le partenaire qui nous finance puisse faire des dérogations pour accepter cela. Et je vous dis, une année après, ça a été accepté. L'Allemagne a accepté cette dérogation que le PAM achète dans les zones où, avec les petits producteurs. Donc le problème est réglé aujourd'hui? Le problème a été réglé avec cette opération-là, mais ça veut dire pas sur le long terme. Sur le long terme. Donc ça veut dire que c'est possible. Quand il y a dialogue, il y a discussion entre les différents acteurs, il est possible. Et moi, j'ai pu avoir cette dérogation avec l'Allemagne. Rapidement, M. Keita. Oui, les interprofessions ont été créées effectivement en collaboration avec l'État pour pouvoir avoir la responsabilité d'assumer le meilleur fonctionnement des filières et de professionnaliser les acteurs. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, ça voudrait dire aujourd'hui que ces acteurs sont aguerris, sont devenus professionnels et que l'État lui concède même une partie de son mandat à ces acteurs-là. C'est ce qui fait que ces interprofessions, une fois enregistrées, doivent bénéficier d'un accord de coopération, un accord cadre qui définit les modalités de collaboration avec l'État. Donc, à ce titre, ces interprofessions qui réunissent l'ensemble des acteurs, normalement, on ne doit pas pouvoir même faire l'importation sans pour autant faire un état de lieu par rapport à cette disponibilité et impliquer l'interprofession dans la prise de cette décision. Aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et même aussi, quand vous dites les marchés institutionnels, aujourd'hui, normalement dans le pays, puisque l'OPAM est spécialisé dans l'achat et dans le stockage du riz, normalement, toutes les institutions qui achètent du riz au Mali ou qui achètent l'alimentation au Mali doivent être confiées à l'OPAM avec son cahier de charges. C'est l'OPAM, celui qui doit être l'acheteur sur le marché, ne doit pas être en concurrence avec d'autres structures étrangères. Ça va permettre de réguler le pays. Bon, maintenant, en ce moment, si c'est du riz, maintenant, c'est au niveau de l'interprofession que toutes ces discussions se font. Mais maintenant, aujourd'hui, même actuellement, on est en train de mener un marché, mais quel est le problème? Parce qu'on est en train de prendre aussi l'interprofession comme un opérateur économique.
on le soumet par rapport aux exigences fiscales, l'enregistrement, la caution de bonne exécution, et puis même la déduction de TVA. Et là, ce n'est pas quand même pour nous très pertinent parce que c'est les petits producteurs, les produits des petits producteurs qu'on prend pour mettre sur le marché. Ce n'est pas une matière première qu'on achète, mais c'est nos produits qu'on met sur le marché. Donc, à ce moment, il ne peut pas être assujetti maintenant dans les mêmes conditions que les opérateurs économiques qui viennent à nous pour pouvoir acheter. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre comme difficulté. Nous, c'est vraiment un cri de cœur quand même pour pouvoir effectivement améliorer, mieux structurer les offres sur le marché avec l'ensemble des filières. Il faudrait que le dialogue prévoit et que les statuts des interprofessions soient très clairs vis-à-vis de ces institutions par rapport aux différents marchés. Le Mali ambitionne d'augmenter considérablement sa production en riz ces prochaines années. D'ici 2030, le pays compte passer de 3 millions de tonnes actuellement à plus de 5 millions de tonnes, à 5,5 millions de tonnes pour être précis. Comment cela va-t-il se faire? D'ailleurs, cette ambition est-elle réaliste? Nous en débattrons dans cette seconde partie que je vous invite à suivre dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que cette émission est consacrée à la filière riz. Le thème est filière riz, comment atteindre l'autosuffisance. Je suis toujours en compagnie de nos trois experts. Merci messieurs d'être restés sur le plateau. Messieurs, avant de poursuivre le débat, je vous invite à regarder cette autre infographie qui nous amène à parler de l'augmentation de la production de riz paddy d'ici à 2030 au Mali. On parle d'une augmentation prévue à hauteur de 5,5 millions de tonnes grâce notamment au PNS riz. Monsieur Keita, monsieur Kouyaté, quand on dit le PNS riz, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ne savent pas ce dont on parle, vous qui êtes des pédagogues, expliquez-nous ce qu'on entend par le PNS riz et comment le PNS riz va concrètement nous permettre d'augmenter notre production de riz. Je rappelle qu'actuellement, nous sommes à un peu plus de 3 millions de tonnes de riz paddy. Nous sommes à 5 ans de cette ambition. Est-ce que c'est déjà réaliste? Oui, c'est réaliste. Bon, je reviens sur les chiffres. Par exemple, les 5 500 000 tonnes de riz prévues ici, c'était prévu 2025. Tout à fait. Maintenant, à travers la stratégie nationale de développement de l'agriculture, qui avait été élaboré à partir de 2017. Maintenant, et aujourd'hui, les ambitions ont augmenté et projetées d'ici à 2030 avec 7 millions de tonnes. Mais déjà, à 5 millions de tonnes, on avait prévu quand même une augmentation. Puisqu'on a dit aujourd'hui, la riziculture est confrontée à d'énormes problèmes. Notamment, le défi majeur, c'est le changement climatique. Comment est-ce qu'il faudrait produire durablement? Et comment est-ce qu'il faudrait produire plus? Comment est-ce qu'il faudrait satisfaire les besoins de la population? Donc, toutes ces questions s'inscrivent dans une transformation des systèmes agroalimentaires, dont maintenant la productivité. À ce moment, on avait identifié le système de riziculture intensive, qui est une technique qui permet de booster la production. Puisque quand on regarde nos superficies qui sont de petite taille, maintenant, et regarder aussi cette itinéraire technique, on a vu qu'il a fait ses effets et nous avons pensé que si on arrive à mettre à échelle cette bonne pratique, on aurait quand même à gagner une projection de 20% d'augmentation de rendement qui pourrait aussi atteindre les 5 500 000 tonnes de riz paddy d'ici à 2025. Monsieur Keita, vous l'avez dit, en 2025, on devait déjà atteindre les 5,5 tonnes. C'est un projet qui a été lancé depuis 2017, si je ne me trompe pas. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Bizarrement, on dit 2025, ce n'est plus réaliste. Allons-y sur 2030. On reprend les mêmes, on repart.
qu'est-ce qui a changé entre-temps qui peut nous amener à augmenter cette production? Est-ce qu'en termes de technique, est-ce qu'en termes de mécanisation, est-ce que tous les mécanismes qui doivent nous permettre d'atteindre justement cet idéal de 5,5 millions sont mis en place aujourd'hui, Monsieur Kouyaté? Ok, avec plaisir pour répondre à cette question. Pour comprendre cette ambition, il faut savoir qu'est-ce que c'est que même le SRI. Le SRI est une nouvelle technique de production de riz qui nous permet de produire beaucoup plus avec moins d'intrants et tout en préservant l'environnement. Donc ça, c'est trois choses. Ça, c'est extrêmement important. Et le SRI en termes de chiffres, parce que quand on comprend le SRI, on comprendra pourquoi un programme national. Quand on produit on cultive avec la technique du SRI, on utilise 10 kg de semences, 8 kg de semences, au maximum 10 kg de semences, contre 50 kg dans la pratique conventionnelle. L'écart est très grand. Et quand on fait du SRI, on utilise 100 kg d'engrais contre 200 kg en termes de durée dans la pratique conventionnelle, la moitié. Et avec le SRI, on économise 30 à 40% d'eau, ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. C'est pourquoi on parle même du changement climatique. Donc, ça, c'est les éléments très importants en termes de charge. Donc, le SRI, pour que je comprenne bien, c'est une technique, c'est un système qui permet donc d'avoir une agriculture, de produire du riz de façon plus, j'allais dire, durable, de façon économique, de façon économique. Mais j'imagine que ça a un coût. Et on va en parler tout de suite. Je vous invite à regarder cette infographie qui va nous permettre de parler du programme national de mise à échelle du système de riziculture intensive. Il s'agit d'un coût global de 14,11 milliards de francs CFA. L'État va contribuer à hauteur de 60%. Le reste, c'est-à-dire les 40 autres pourcents, ce seront les partenaires techniques et financiers, dont la GIZ, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et le programme, c'est sur 10 ans. Concrètement, où est-ce qu'on va trouver les fonds, j'allais dire. Les partenaires, on en a toujours eu. On sait comment se passe la coopération aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les fonds sont disponibles ou vous n'en savez pas grand-chose? Ok, les fonds ne sont pas directement disponibles. Donc, on a fait un programme national. Donc, les partenaires ont adhéré. L'État aussi a adhéré. On était dans le forum national avec le Premier ministre qui a accepté que le ministre mobilise la contribution de l'État. Il a compris réellement ce que c'est que le SRI et l'importance du SRI dans l'autosuffisance et même dans la diminution de l'importation. Donc ça, c'est extrêmement important et beaucoup de partenaires ce jour se sont engagés à signer le manifeste qui s'engage en termes d'entreprises privées, en termes de partenaires techniques et financiers, et même la BNDA aussi, qui a des liens avec le Fonds Climat, et l'AEDD aussi, qui facilite le Fonds Climat. Donc, l'ensemble des partenaires sont engagés dans le SRI, parce que sur le plan environnemental, le SRI, c'est la solution à tout ce qu'on a dit. Et sur le plan de la productivité, c'est vraiment la solution aujourd'hui que nous avons en main pour pouvoir produire tout de suite et atteindre notre autosuffisance à court terme, parce qu'on peut aménager, mais ça coûte toujours cher et plus cher, et ça prend du temps pour ficeler les dossiers. Mais pour faire du SLI, c'est tout de suite, on change l'existant, les superficies de riz, on les change tout de suite, et les superficies qui seront aménagées dans le futur seront en SRI. Et comme c'est une technologie qui permet de produire beaucoup plus, souvent même deux fois plus que la pratique conventionnelle, donc c'est pourquoi tout le monde tient au SRI. Le début n'a pas été facile pour nous, mais aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est la porte de sortie. Monsieur, avant de donner la parole à Dr Tamboura, à vous entendre parler, c'est
la recette miracle, le SRI. Ça semble être ça. Exactement. Ça semble être ça. Dr Tamboura. Bon, en réalité, moi, je pense qu'il est temps qu'on se soustrait de cette considération projet. C'est-à-dire le développement de notre agriculture. Bon, vous voyez un peu, c'est un projet, en entendant parler d'un tel projet, on est enchanté. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés dans ce pays-là. Moi, je pense que le destin d'une filière repose fondamentalement sur les acteurs. Donc, je pense que M. Keita, il y a vraiment un travail de fond à faire sur ce plan-là, en réalité. Sinon, si on essaye de voir la production du riz, tout ce qui est produit au Mali, en termes de riz, parvient à être vendu. Déjà, ça, c'est un aspect. Ça veut dire le marché positif. là, il est dynamique, il ne demande qu'à être alimenté. Ça, c'est un aspect très positif. Donc, ce qu'il faudrait quand même mettre en place maintenant, c'est tout un tas de mécanismes, permettant aux acteurs d'avoir une certaine autonomie. Et même aujourd'hui, je pense qu'en termes même de la vulgarisation de cette technique-là, on n'a pas besoin d'aller vers des projets. Je pense que l'interprofession de la filière, elle est vraiment là. Elle peut mener ce combat-là avec succès. Vraiment, il faut qu'on se mette dans un chemin de cesser de compter sur des financements qui sont même souvent difficiles à mobiliser. Donc, il faut que les acteurs prennent leur destin en main et mettre en place les mécanismes qu'il faut. Oui, il a raison avec cette façon de voir les choses. Mais ça fait partie des raisons de l'élaboration du programme national SRI. Jusque-là, c'était les projets qui étaient fortement impliqués dans le SRI. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé à l'USAID avec ça. Pendant 7 ans, j'ai aussi travaillé à la GIZ avec le SRI pendant 7 ans. Nous nous sommes dit, mais il faut qu'on arrête cette façon de voir avec les projets. Il faut que l'État s'approprie de cela. Donc, le programme national SRI est parti. C'est un programme de l'État malien, tout en mobilisant l'ensemble des acteurs maliens, aussi bien que l'interprofession riz, les opérateurs économiques, les rizeries, les services techniques, les offices, les commerçants. Tous ceux-ci sont dans le programme national SRI, avec la forte contribution de l'État jusqu'à 60%. Et les partenaires 40% pour la souveraineté de l'État qui est en cours. Monsieur Kouyaté, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Dr Tamboura qui dit il a vu beaucoup de projets ambitieux passer, de projets d'une certaine hauteur, mais c'est l'application de ces projets-là qui a toujours fait défaut. Ce qui m'amène, Monsieur Keita, à vous demander, est-ce que vous, qui êtes un acteur majeur de l'interprofession de la filière riz, est-ce que les riziculteurs sont initiés à ce nouveau système? Je dis nouveau, je n'en sais rien, puisque apparemment c'était déjà en place au niveau d'autres structures. Mais est-ce que les acteurs sont imprégnés de ce système, sachant que 2030 c'est demain, et dans 5 ans? Oui, les acteurs sont imprégnés du système et les acteurs, ils sont des experts aujourd'hui dans la pratique. Quand vous partez dans la région de Mopti, le système même est né dans la région de Mopti, à partir de 2009, avec Africaire. Il y a des acteurs depuis 2009. Donc plus de a été initié. Une quinzaine d'années. Maintenant, nos acteurs aujourd'hui, les producteurs sont des professionnels même du système. Et dans la plupart des cas, par exemple, vous prenez toutes les zones, ils savent faire et ils sont en pleine dans la pratique. Mais ici, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut étendre à l'ensemble des agriculteurs pour pouvoir améliorer les rendements. C'est un peu ça, le jeu à travers le programme, la mise à échelle. Que ça ne soit pas pour un nid, un truc de nid localisé quelque part, mais que ça soit généralisé. Puisque comme on a senti, effectivement, on a pris conscience que c'est une technique qui permet effectivement d'améliorer significativement le rendement, mais il faudrait aussi arriver à partager avec toutes les zones qui n'ont pas connaissance et qui ont des problèmes d'amélioration de leur rendement. Juste.
Ensuite, aujourd'hui, comme on est dans un contexte de changement climatique, où on a quand même de fortes chaleurs et où le rendement est incertain, parce que personne ne peut prédire comment est-ce que l'hivernage va démarrer et dans quel état il va démarrer. Bon, comment est-ce qu'on peut aussi faire une production résiliente, faire en sorte qu'on peut en trouver quelque chose, quel que soit le contexte climatique. Là aussi, il répond à ça. Donc, c'est des raisons, l'ensemble de ces raisons-là, et des raisons économiques. Et on a vu aussi qu'il utilise l'emploi. Et quand on a aussi l'augmentation des revenus, parce que quand la production est améliorée, bien sûr que le revenu du producteur va être amélioré. Donc, c'est toutes ces raisons qui font que, bon, on pense que cette technique, aujourd'hui dans la riziculture malienne, l'ambition qu'on se fixe dans la stratégie nationale de développement de la riziculture, si on fait recours au système de riziculture intensive, il y a d'autres systèmes de culture aussi qui n'ont pas encore été vulgarisés, mais tels que les SPG biolocal qui par rapport à l'environnement, où c'est pratiquement l'utilisation réduite des intrants chimiques. Ensuite, il y a aussi les SRP. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques dans la riziculture qui sont utilisées dans d'autres localités et qui, aujourd'hui, quand il s'avère est très intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir vulgariser l'ensemble de ces techniques-là? Mais pour le moment, la technique qui est beaucoup plus maîtrisée et qui est aussi adaptée à nos superficies, qui ne sont pas de très très grande taille, bon, ça c'est le système de riziculture intensive. Le Nigeria a procédé à des réformes audacieuses pour changer complètement de paradigme au niveau de sa filière riz. Ça a porté ses fruits. Je vous invite à suivre ce cas d'école. Pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est également le premier consommateur de riz sur le continent. Il y a tout juste une décennie, il importait annuellement 1,7 million de tonnes de riz blanc, ce qui en faisait le deuxième plus grand importateur au monde. Afin d'inverser la tendance, dans un premier temps, les autorités ont adopté des textes législatifs et réglementaires pour rendre le secteur plus attractif. Elles ont ensuite multiplié des partenariats stratégiques avec le secteur privé et des investissements publics pour renforcer le segment de la transformation et ainsi réduire les importations. Cette politique a porté ses fruits, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle a permis au pays d'imposer une capacité d'usinage de 3 millions de tonnes en 2021 contre 350 000 tonnes en 2015, d'après les données du département américain de l'agriculture. C'est ainsi que le Nigeria a pu augmenter considérablement sa production au point d'atteindre 5 millions de tonnes de riz blanchi lors de la campagne 2022-2023. L'ouverture de nouvelles rizeries effectuées ces 2 dernières années devrait lui permettre d'atteindre les 6 millions de tonnes. Ce qui, à en croire les spécialistes, devrait booster le niveau d'autosuffisance du pays. Il est actuellement autour de 70%. L'autosuffisance au Mali est également autour des 70%. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Comment justement atteindre cette autosuffisance en riz tant souhaitée depuis des générations, certainement avant que je ne naisse, voilà, par toutes les générations précédentes, l'autosuffisance en riz. Docteur Tamboura, pour l'économiste que vous êtes. Ok, je pense que pour pouvoir faire valablement participer le riz à assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali, il y a vraiment des actions importantes à mener. D'abord, il faut les investissements d'aménagement. Parce que la superficie qui reste non aménagée est énorme. Donc, je pense qu'il faut mettre les moyens nécessaires pour pouvoir aménager plus de superficie. Aussi, la question également de vulgarisation des bonnes pratiques. Et aussi, il faut qu'on aille vraiment vers une agriculture intégrée. Par exemple, aujourd'hui, il y a des usines qui sont implantées au Mali qui font la production de l'engrais organique. Donc, il faut mettre vraiment un cadre de collaboration entre les producteurs de riz et toutes ces usines-là de
production d'intrants de qualité. Donc, il y a également l'organisation des acteurs. Moi, je pense que ça, c'est... Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de l'État, parce que je suis avec les acteurs, je vais vraiment... Voilà. Donc, il faut vraiment que les acteurs parviennent à s'organiser valablement. Parce que quand on essaye de voir l'interprofession, je pense qu'il y a à peu près quatre familles d'acteurs. Voilà, donc la famille des producteurs. Il faut vraiment que les producteurs parviennent à s'organiser. Que vous ne formiez qu'un pour faire de cette filière. C'est ça, parce qu'en organisant, ça peut permettre un peu de faciliter les contractualisations nécessaires pour pouvoir avoir les moyens nécessaires à temps pour pouvoir se lancer vraiment dans une production significative. Donc il y a ça également. Bon, je pense que toujours est-il que tout ça là doit être chapeauté par une véritable politique de l'État. Voilà, à l'endroit de ces acteurs-là, sortir un peu de subventions et trouver des alternatives, voilà, pour pouvoir amener les acteurs de la filière à être autonomes sur tous les différents aspects. Il y a également la question de la structuration des marchés de commercialisation. Voilà, bon, parce que moi, je pensais même qu'aujourd'hui, allait trouver que les acteurs eux-mêmes, surtout à travers l'interprofession, pouvaient être en mesure de faire des achats groupés et de faire des ventes groupées. Bon, moi, je pense qu'avec des stratégies comme ça, les acteurs vont reprendre la filière et ils vont aussi accepter souvent de mettre l'argent qu'il faut pour pouvoir résoudre pas mal d'autres problèmes sans pourtant passer par l'État et les partenaires techniques. Djiba Kouyaté, comment atteindre l'autosuffisance en riz? Je sais que vous allez me dire qu'il faut appliquer, mettre en place le SNRI, mais au-delà, on sait qu'il y a eu des projets plus ambitieux et des projets très ambitieux. Est-ce que le système politique dans lequel on est aujourd'hui peut contribuer à changer les choses? Ok, merci. D'abord, moi, je veux que le Mali aille à l'école du Nigeria. Parce qu'ils ont dû prendre des décisions très courageuses pour pouvoir booster la production nationale, mais aussi arrêter l'importation. Réduire l'importation, et de manière très forte. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Moi, j'étais au Nigeria pour pouvoir introduire pour la première fois au Nigeria le SRI, j'en sais beaucoup. Donc, c'est toutes ces problématiques de production, de transformation, d'appui aux rizeries, et puis d'appui aux organisations paysannes et de création d'emplois et de satisfaction des besoins intérieurs du Mali qui sont concentrés dans le programme national SRI. Donc c'est un programme qui touche tous les aspects de la chaîne de valeur riz. Ce n'est pas seulement la production. Donc aujourd'hui, je pense que on gagnerait à mettre l'accent sur le programme national SRI qui aujourd'hui prend en compte l'ensemble de nos soucis pour pouvoir parvenir d'ici 2030. Vraiment, c'est une course contre la montre d'ici 2030 à 5 500 000 tonnes de riz. C'est vrai, il faut encore des mesures courageuses. Il y a les flux transfrontaliers qu'il faut pouvoir gérer. Il faut mieux tracer notre riz, le riz malien. Mais il y a aussi les rizeries. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les rizeries qui sont au Mali ont très peu accès à la matière première. Ces rizeries qui tournent moins de leur capacité de transformation. Et c'est ce que le Nigeria a voulu corriger. D'abord en amenant de la nouvelle technologie, mais aussi en structurant le marché de manière à ce que ces rizeries puissent faire la transformation pratiquement du grand volume. Mais ici au Mali, c'est les décortiqueuses mobiles, les petites décortiqueuses qui ne font pas souvent la bonne qualité, qui vont de porte en porte, qui font le grand volume. 80% du riz paddy est transformé par les petites décortiqueuses et 20% seulement par les rizeries. Vous voyez le paradoxe, ça devrait être l'inverse. Et nous sommes dans ce schéma. Et comment renverser tout ça? Donc nous pensons que à travers le programme national SRI, qui va travailler en étroite collaboration avec les acteurs, l'interprofession riz, qui va travailler avec les services techniques, qui va travailler avec l'État, nous pensons pouvoir mettre ensemble nos efforts
pour pouvoir renverser et être à l'heure du bilan à 2030, 5 500 000 tonnes. Je promets de vous inviter, que Dieu nous donne longue vie, je promets de vous inviter en 2030. En tout cas, je me bats pour ça. Monsieur Keita. Oui, voilà, donc je pense que aujourd'hui, pour la riziculture, je pense que la première des choses, il faut travailler sur la résilience. Et travailler sur la résilience voudrait dire qu'il faudrait améliorer encore la productivité puisqu'il est lié au défi démographique et au défi de la satisfaction. Donc pour ce faire, donc, on doit encore mettre l'accent sur les semences certifiées, les semences à haut potentiel qui permet aussi, comme ils ont 40% d'influence sur le rendement. Ensuite, pour ce faire aussi, il faut la promotion de l'assurance agricole parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a besoin d'être assurée parce qu'avec l'incertitude climatique, maintenant, et que les producteurs aussi a besoin d'être financés par des institutions financières, donc il faudrait quelque part que quelque chose garantisse ces financements-là. Donc, ça fait recours à l'assurance qui peut aussi, même si la saison n'a pas été abondante, peut permettre aux producteurs aussi de se passer de certains risques liés aussi à sa production. Ensuite, les techniques, la vulgarisation aussi des bonnes pratiques et puis le système de riziculture intensive, tout ça, ce qui va nous permettre effectivement de durabiliser. Le second point, c'est l'industrialisation. Et cette industrialisation passe par la mécanisation. Parce que tant qu'on ne mécanise pas la riziculture, on ne pourrait pas aussi attendre effectivement toutes ces ambitions qu'on s'est fixées pour atteindre en 2030. Il faut la mécanisation, forcément la mécanisation, sur toutes les dimensions. Parce que les portes de post-récolte qu'on fait, si on arrive à récupérer même 30% ou même 20% de ces pertes post-récolte, on dit 30% selon les chiffres, mais la recherche a fait effectivement sur les pertes post-récolte à 12%, déjà on était à plus de 80 milliards de pertes post-récolte par rapport à la production. Donc ça c'est très très énorme. Si on arrive à récupérer quelque chose par rapport à ça, on aurait gagné. Ensuite, il faut aussi renverser la tendance, 80% du riz qui soit transformé par les unités des usines ou des mini-unités industrielles. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et puis les mettre la normalisation de ça. Et le marché, il faut travailler sur le marché à la maîtrise des circuits, des flux les flux transfrontaliers de commerce par rapport à la disponibilité. Puis tant qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas parler de la disponibilité au cours de l'année. Parce qu'on a aujourd'hui, à la récolte, on estime avoir 3 millions de tonnes. Peut-être 4 ou 5 mois après, on se trouve avec un vide. Quelque part, on se pose la question, est-ce que même les chiffres qui ont été communiqués, est-ce que c'est des chiffres réels? Est-ce qu'ils ne sont pas erronés? Parce qu'on n'a pas aussi analysé d'autres éléments environnementaux par rapport maintenant à ces chiffres-là. Et parce que le stock n'est jamais statique, il est volatile en fonction des besoins de l'utilisateur. Maintenant aussi, dans ce marché, il faut la contractualisation. Parce que là aussi, ça va recourir au financement qui est le point dernier. Mais quand on va contractualiser, il a parlé qu'il faut vraiment un accompagnement politique de l'interprofession. Donc, ces acteurs-là vont faire en sorte que ceux qui ont besoin de la matière première et ceux qui ont besoin, qui ont leur profession pour produire. Donc, les relations qui se passent entre eux en termes de contrat, permettra effectivement de faciliter à chacun dans son domaine de travail et qu'au niveau de la consommation, on peut trouver un riz qu'on espère être quand même compétitif par rapport au riz importé. Il faut les pistes, parce que pour aussi produire, il faut les pistes qui amènent les intrants, qui amènent la production, les routes. Donc, ce sont des infrastructures très importantes adaptées par rapport maintenant à la mise en relation des zones de production et les zones de distribution. S'il n'y a pas de lien, d'infrastructure adéquate. Voilà, les magasins aussi, des stocks de stockage, les silos de stockage aussi, c'est très important pour le paddy. Parce que le paddy, c'est le problème majeur aussi, comment est-ce qu'il faut les stocker. Parce qu'il doit être stocké à une certaine température qui doit être régulée au moment du décortiquage. Si on a des infrastructures qui permettent de les stocker et les maintenir,
à des températures beaucoup plus intéressantes, adaptées. Donc ça permet une très meilleure conservation et sortir un produit meilleur au produit fini. Et enfin, nous avons l'autofinancement. Normalement, la filière doit pouvoir se financer elle-même. Parce que à travers les acteurs, les ventes et l'interprofession, parce qu'il y a ce qu'on appelle le système de cotisation volontaire obligatoire, qui est un système de cotisation interprofessionnelle qui doit permettre à chaque maillon de faire un petit prélèvement et qui va pouvoir financer la filière sur tout l'ensemble de ces dimensions-là. Et aussi l'opérationnalisation du Fonds national d'appui à l'agriculture, puisqu'il est prévu 3 guichets, un guichet développement qui pourra accompagner et un guichet bonification garantie. Parce qu'on parle de garantie d'inaccès ou de l'accès difficile des acteurs maintenant au crédit. Si l'État a un fonds de garantie, et il peut non seulement négocier par rapport au rabais du taux, et aussi négocier par rapport maintenant à la mobilisation. Et également les guichets calamité et puis les guichets, comment on appelle ça, calamité et risque. Donc là, c'est par rapport au changement climatique. Et là, c'est en lien aussi avec l'assurance agricole. Merci. Donc l'ensemble de tout ça, si c'est réglé, et on aurait quand même une riziculture beaucoup moins de problèmes, où on va être effectivement le premier pays de l'Afrique de l'Ouest en matière de production rizicole. Merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, nous édifier sur notre thème filière riz, comment atteindre l'autosuffisance. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir Dr Abdourahmane Tamboura, macroéconomiste, agroéconomiste. Merci Tamboura, monsieur, d'être passé sur ce plateau. Merci également à monsieur Djigiba Kouyaté. Je rappelle qu'il est expert en système de riziculture intensif SRI. Merci monsieur Kouyaté. Merci infiniment à notre invité spécial Sékou Keita, secrétaire exécutif à IFRI, entendez par là, interprofession de la filière riz au Mali. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur Terre.